voyage en Afrique d'Emmanuel Macron, le chef de l'État va fixer son cap, son projet. Il ira au-delà de l'aide au développement, promet l'Élysée, avant de s'interroger sur les attentes des Africains. Retour sur les enjeux et les risques diplomatiques de ce voyage avec Jordan Klein. Retrouver de la crédibilité, c'est l'un des objectifs de la tournée africaine d'Emmanuel Macron. Mais aussi faire oublier encore un peu plus l'idée de la France-Afrique, intimement liée à l'époque coloniale. Autre enjeu majeur, retrouver une influence largement en baisse sur le continent. Le président a donc 3 jours pour raviver la flamme avec des sujets tournés vers l'avenir, l'entrepreneuriat, l'énergie renouvelable ou l'éducation, des préoccupations que le chef d'État avait déjà évoquées en août dernier devant les ambassadeurs. L'Afrique n'est pas seulement le continent des migrations et des crises, c'est un continent d'avenir. C'est aussi à ce titre que nous ne pouvons pas le laisser seul face à ces défis démographiques, climatiques, politiques. Nos entreprises, nos étudiants, nos chercheurs, nos artistes doivent s'y intéresser. Point fort de sa visite, un discours très attendu au Burkina Faso devant 800 étudiants de l'université de Ouagadougou. Un public loin d'être acquis à sa cause. Mais là aussi, Emmanuel Macron a déjà rodé son discours. La France ne saurait être ce pays post-colonial, hésitant entre un magistère politique affaibli et une repentance malsaine. Les pays d'Afrique seront nos grands partenaires et nous devons continuer à apprendre d'eux comme ils peuvent apprendre de nous. Sa tournée se poursuivra avec la visite de la Côte d'Ivoire et au Ghana, seul pays anglophone de la visite présidentielle. 3 jours donc pour tenter de retrouver une place de choix dans le cœur des Africains, souvent séduits par les nouvelles puissances émergentes. Et avec nous pour aller plus loin sur ce plateau, Lionel Zinsou, bonsoir. Vous êtes président de Terra Nova, ancien Premier ministre du Bénin. Alain Joyandet, bonsoir. Vous êtes sénateur LR de la Haute-Saône, ancien secrétaire d'État à la coopération et la francophonie. Serge Mikhaïlov, bonsoir. Spécialiste de l'Afrique, chercheur associé à l'IRIS et auteur de ce livre Africanistan, l'Afrique en crise va-t-elle se retrouver dans nos banlieues? Enfin, Marion Scapatici, bonsoir à vous également, spécialiste de l'Afrique, ancienne directrice adjointe de l'association Africa France et actuelle directrice de la communication d'une banque africaine qui s'appelle Southbridge. Merci à tous les 4 d'avoir accepté notre invitation. On sent bien qu'Emmanuel Macron n'arrive pas du tout en terrain conquis lors de ce voyage. Il y a beaucoup de défiance vis-à-vis de la France. Est-ce qu'on peut d'abord parler des dossiers qui fâchent? Je pense à ce qu'on appelle le pillage des ressources naturelles, ou en tout cas les manifestants qui vont agir demain le diront ainsi, la présence militaire de Paris ou encore le maintien du franc CFA. Lionel Zinsou. Moi, je crois qu'il ne faut pas grossir des manifestations qui existent, qui touchent certains intellectuels, quelques jeunes, donc il y a quand même un souci, mais qui ne sont pas représentatifs du sentiment populaire. Moi, j'ai eu la chance de faire une campagne en profondeur, une campagne pour une présidentielle dans un pays africain, le Bénin, il y a quelques trimestres. Et j'étais quand même frappé par le fait qu'il n'y a pas de ressentiment populaire anti-français. Alors il y a des sujets qui fâchent, que vous avez évoqués. C'est vrai qu'il faut congédier la France-Afrique, parce que personne ne veut de cette espèce de résidu, de quelque chose qui pourrait ressembler à un esprit de domination qui ne correspond plus à rien. C'est vrai que sur le franc CFA, il y a une controverse, mais qui est une controverse limitée. On appelle monnaie coloniale, que les opposants appellent monnaie coloniale. Absolument, mais disons les opposants doivent bien peser 5% à peu près. C'est-à-dire que vous interrogez les chefs d'entreprise, les dirigeants ou la population qui trouve que le franc CFA c'est une monnaie très sûre et très stable. Je pense que si on est à 5% d'opposition, certes visible, c'est le maximum. Cela étant, il faut prendre les choses au sérieux parce qu'on peut aussi fabriquer une monnaie plus large qui intégrerait d'autres pays que ceux de la zone franc, par exemple le Nigeria en Afrique de l'Ouest, par exemple le Ghana, et le président français va au Ghana, et qui serait petit à petit un progrès vers une monnaie intégrée plus large. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout dans le ressentiment, pas du tout dans les criailleries populistes, et qui pensent qu'on va faire des pas. Et comme on a construit un euro en Europe, on va construire quelque chose sur une monnaie africaine d'une base plus large. Donc il faut traiter ces problèmes, même si c'est 5% d'activistes ou de populistes, parce que ça, il renvoie parfois à des problèmes réels. Et sur la jeunesse, c'est vrai que la jeunesse, elle est rebelle, qu'elle est révoltée parce que la place qui lui est faite est faible, parce qu'elle a du mal à rentrer sur le marché du travail, mais la France n'est aucunement, ce sont des problèmes intérieurs, la France est aucunement responsable de ça, donc je ne grossis
grossirai pas, mais je donnerai aux gens l'avantage du respect de leur position, les écouter et trouver les moyens, les éléments de langage pour les convaincre. Et Emmanuel Macron va s'adresser à la jeunesse demain dans un discours à l'université de Ouagadougou. Vous êtes d'accord, Alain Joyandet? Il n'arrive pas en terrain miné, Emmanuel Macron, finalement? Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il arrive au bon moment. Il arrive au bon moment parce que, vous savez, on parle de la France-Afrique, je ne sais pas jusqu'à quand on va parler de la France-Afrique, cette tarte à la crème. Qu'est-ce que ça veut dire, la France-Afrique? Il y avait beaucoup de bonnes choses dans les relations entre la France et l'Afrique par le passé. Il y a eu aussi des zones d'ombre, disons-le très clairement. Mais au fond, quel que soit le président, c'est toujours difficile pour un président français. J'ai été au gouvernement pendant 3 ans pour m'occuper de ces sujets. Qu'est-ce que j'ai constaté? Quand la France ne s'occupe pas des problèmes de l'Afrique, on dit la France laisse tomber l'Afrique. Et quand on s'en occupe, on nous dit attendez, vous n'êtes plus la puissance coloniale, laissez-nous notre liberté, pas trop d'ingérence. Donc c'est toujours une relation difficile, c'est un peu je t'aime moi non plus, c'est compliqué. Voilà, ce qui compte c'est du concret. Et en tout cas, ce que je pense, c'est que M. Macron arrive à un bon moment parce qu'il y a quand même, c'est vrai, ce souhait d'une nouvelle relation. Et moi, je la porte aussi. Je l'ai portée avec Nicolas. Nous l'avons portée avec Nicolas Sarkozy. Sortir de la relation paternaliste, politique, et entrer dans une nouvelle relation, gagnant, basée sur l'économie, sur le développement. Parce qu'au fond, l'avenir de la France, l'avenir de l'Europe, passe très largement par l'Afrique. Et donc, notre avenir à nous tous, c'est que l'Afrique se développe. Et c'est beaucoup plus facile d'avoir des projets de développement économique plutôt qu'effectivement rester sur l'assistanat social, les sujets habituels, l'éducation, la santé. Et donc je pense qu'il arrive à un bon moment. Et en plus, son profil, à lui, le profil de M. Macron, tout ça peut faire qu'il arrive peut-être à un bon moment s'il trouve le bon tempo. Arrive-t-il au bon moment? Je vais vous poser la question dans un instant. Je voudrais d'abord qu'on écoute une phrase d'Emmanuel Macron qui a fait polémique. C'était lors du G20 à Hambourg en juillet dernier. Le plan Marshall que vous voulez pour l'Afrique, c'est aussi un plan qui sera porté par les gouvernements africains et les organisations régionales. C'est par le biais d'une gouvernance plus rigoureuse, de la lutte contre la corruption, d'une lutte pour la bonne gouvernance, d'une transition démographique réussie. Quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Alors c'est une phrase qui avait fait polémique, qui a fâché pas mal de monde, notamment en Afrique. Serge Mikhaïlov, votre avis? Écoutez, le président a parfaitement raison. Alors est-ce qu'il fallait que lui-même aborde ces questions en public et devant les caméras de télévision? C'est une autre question. Mais sur le fond, il a parfaitement raison. Il y a un problème démographique dans certains pays, je ne dis pas dans tous les pays, mais en particulier dans les pays du Sahel qui sont aujourd'hui, il faut bien le dire pour certains, en crise. Je pense au Mali, je pense au Niger. On ne peut pas continuer avec une formule qui veut que la population double tous les 18 ans à peu près. En fait, le taux de croissance de la population au Niger est en train d'augmenter. Il va dépasser 4% et atteindre sans doute 4,3% dans un faible délai. Alors, il faut bien comprendre que dans ces circonstances, je veux dire, un pays qui avait 3 millions d'habitants à l'indépendance, on en a 20 aujourd'hui, on aura 42, 44 dans 20 ans, et on aura entre 62 et 90 en 2050. Or, 2050, c'est demain. Il y a 35 ans, j'étais moi-même au Niger, donc c'est une vie d'homme, c'est une carrière. Or, si vous voulez, ces chiffres de population, c'est incompatible avec les capacités du pays à la nourrir. Alors, vous dites qu'il a raison, mais est-ce que c'est à lui de le dire, Marion Scappacetti? En tout cas, il n'est pas forcément attendu de cette manière-là. Je pense que dans tous les cas, demain, à Ouagadougou et dans les autres pays, que son discours soit bon ou pas bon, il sera attendu comme une rockstar. Ça, c'est certain, par la nouvelle génération. Mais comme toutes les rockstars, elles sont toujours clivantes. Soit vous êtes fan, soit vous n'êtes pas fan. Mais je pense que la nouvelle génération est très heureuse de ce déplacement parce qu'ils veulent vivre, au même titre que d'autres jeunes dans d'autres pays sur la scène internationale, leur moment à eux de renouvellement pour certains pays. Et que ce qu'a vécu la France il y a quelques mois, beaucoup de pays africains ont été admiratifs. Et notamment la nouvelle génération citoyenne. Et dans tous les cas, c'est un petit peu ce que vous disiez, Monsieur le ministre, tout à l'heure sur la relation je t'aime, moi non plus. C'est qu'il y a ce grand je t'aime qui est qu'ils l'admirent, ils l'attendent, et ils sont stupéfaits de ce qui s'est passé. Et en même temps, on est dans le et en même temps macroniste. Exactement. Il y a ce jugement
qui est que l'aide extérieure, de manière générale, est manipulée, caricaturée, et donc sujet de complot, sujet d'outils de politique nationale, et donc ça a des répercussions sur l'opinion nationale. Mais dans tous les cas, ça va être un gros moment, et c'est très attendu. Et en plus, il a une histoire particulière avec le continent, Emmanuel Macron, parce qu'il avait fait son stage de l'ENA au Nigeria, et il s'était battu pour que sa promotion de l'ENA porte le nom du président sénégalais Senghor, Lionel Zinsou. Oui, moi je trouve que c'est le problème de démographie, il faut faire un tout petit peu attention. Parce que c'est très difficile de donner une espèce de leçon sur quelque chose d'aussi profond, surtout dans un continent où toutes les forces spirituelles sont quand même assez attachées à la protection de la vie et au développement de la vie, et dans des traditions où le nombre d'enfants est aussi une sécurité pour les populations, parce qu'il n'y a pas de revenus de transfert, il n'y a pas beaucoup de retraites, etc. C'est des sujets très profonds sur le plan des croyances, des convictions personnelles. Donc il a eu tort, selon vous, de prononcer cette phrase? Non, ce que je crois, c'est faire très attention. Vous ne pourriez pas concevoir un président africain venant dire, écoutez, l'Europe, quand même, ne fait pas assez d'enfants, vous devriez faire quelque chose. Bon, la France, c'est un peu mieux que les autres, mais regardez l'Italie, quelle honte. C'est très délicat, c'est très profond, donc je ne suis pas sûr que ce soit un excellent terrain, d'autant plus que la démographie en Afrique a une particularité qui ne peut pas se régler simplement, et Serge le sait très bien, par le planning familial, par la régulation de la fécondité, parce que la fécondité, elle baisse dans tous nos pays, y compris au Niger, moins vite qu'au Bénin, mais dans tous nos pays. Ce qui fait que la population augmente et va accélérer dans son augmentation, c'est l'amélioration de l'éducation, de l'hygiène, de la santé, parce que c'est l'espérance de vie. Vous voyez, nous parlons ensemble depuis 10 minutes. En Afrique, toutes les 10 minutes, vous gagnez 5 minutes d'espérance de vie. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une progression. Beaucoup de pays sont encore à 50 ans d'espérance de vie à la naissance. Dans 30 ans, ils seront à 65 ans. C'est-à-dire qu'en 30 ans, vous aurez gagné 15 ans. Toute année qui passe, vous gagnez 6 mois d'espérance de vie. Et c'est ça le moteur. Et il renvoie quand même au fait d'une amélioration en profondeur. Donc, il ne faut pas être trop lapidaire sur ces questions, parce que si on est plus nombreux, c'est aussi le signe que beaucoup de choses vont mieux. Par exemple, la santé, la mortalité en couche, le respect, l'autonomie pour les femmes. Donc, ça n'est pas un sujet qu'on peut traiter lapidairement, et c'est un sujet trop intime et trop profond pour qu'on en fasse un sujet politique. C'était d'ailleurs ça a été un peu sorti du contexte, c'était pas le thème de son intervention, si vous voulez. C'était une remarque adjacente sur laquelle il ne faudrait pas revenir trop souvent. Je pense franchement qu'il n'aurait pas dû prononcer cette phrase, je réponds très clairement. Ceci dit, ça fait quand même un certain nombre d'années que dans le travail de la coopération entre la France et l'Afrique, on travaille avec les responsables des différents pays sur les questions de planning familial, et on se demande comment aider le planning familial. Qu'est-ce qu'on constate sur le terrain? Sur le terrain, les enfants, pour les Africains, c'est le patrimoine. C'est leur patrimoine, c'est leur investissement d'avenir. Quelque part, c'est même leur sécurité. Donc c'est un sujet tabou. C'est pas la peine de provoquer sur ces sujets-là. Par contre, ce que l'on voit bien, c'est que partout où vous avez un développement économique important, parce qu'il faut rappeler que le continent africain, la croissance en moyenne, c'est 7%, avec des pays qui sont au-delà de 10%. Donc c'est très important. Et on voit bien que partout où les États se modernisent, partout où il y a du développement économique, on voit bien que ce n'est pas la peine d'embêter les Africains sur ces questions. Les choses se font naturellement, comme en Europe d'ailleurs. On pourrait d'ailleurs dire qu'en Europe, il n'y a peut-être pas assez d'enfants. À l'inverse, effectivement, ce ne sont pas les Africains qui vont nous le dire. Mais moi, je suis persuadé que si le président français donnait le signal qu'à partir de maintenant, la relation entre l'Afrique et la France, c'est on ne va pas les laisser tomber sur les sujets sociaux, mais que c'est en grande partie du partenariat économique, du développement, des implantations d'entreprises, des associations entre des chefs d'entreprise français, des chefs d'entreprise africains, et qu'on complète ça par une ouverture, parce qu'on a aussi besoin d'une ouverture. Moi, je pense par exemple à ces étudiants, je pense aux chercheurs, je pense aux chefs d'entreprise africains qui doivent pouvoir venir en France facilement, repartir facilement dans leur pays, qu'on n'ait pas toutes ces tracasseries, parce que quand on verrouille tout, on verrouille aussi pour les gens qu'il faut laisser circuler librement. Et c'est cela la nouvelle relation avec l'Afrique, me semble-t-il, si on veut une relation moderne. Et M. Macron, effectivement,
les jeunes Africains l'attendent parce qu'ils ont regardé ce qui s'est passé en France. Ouais. Ils se disent, finalement, on a envie de le toucher, à quoi il ressemble, qu'est-ce que va être le nouveau représentant de la France, qu'est-ce que va être son message et son action. Et si on se penche un peu sur les voyages présidentiels en Afrique des prédécesseurs d'Emmanuel Macron, on s'aperçoit que chacun a imprimé son style, sa rupture, avec plus ou moins de réussite. Nicolas Sarkozy dans l'offense, diront certains, François Hollande dans la repentance. Écoutez. L'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Le temps de ce qu'on appelait autrefois la France-Afrique est révolu. Il y a la France, il y a l'Afrique, et il y a le partenariat entre la France et l'Afrique, avec des relations fondées sur le respect, sur la clarté et sur la solidarité. Voilà, et on attend de savoir quel sera le passage historique d'Emmanuel Macron. Marion Scapatici. Ce qui est assez intéressant de revenir sur ces deux discours, c'est qu'on est un petit peu à l'acte 3, là maintenant. Le discours de demain, en fait, à Ouaga va être très important pour deux raisons. C'est que si le discours est banal, c'est-à-dire des éléments de langage, des rappels de choses qui ont déjà été dites, notamment par le président Hollande, le discours, on l'oubliera. Et le mandat, on l'oubliera quasiment, parce que le président Macron ne va pas aller en Afrique, notamment tous les 2 jours. En revanche, s'il fait la moindre erreur, comme lors du discours aux ambassadeurs d'août, là on s'en souviendra, et là ça marquera dans le sens inverse tout le mandat. Donc ça c'est le premier point, c'est qu'il a difficilement droit à l'erreur demain matin. La deuxième chose, c'est que je pense que l'époque aussi a vraiment changé par rapport à il y a quelques années, notamment vis-à-vis de la nouvelle génération, qui est que s'il fait un bon discours avec des bons principes, c'est bien, ils l'entendront, mais ça suffit plus du tout. En fait, tout ce qu'on disait tout à l'heure, en termes d'actes précis, voilà ce qui est attendu dans les 2-3 prochains jours. Mais je pense que déjà, quand on suit un petit peu l'agenda présidentiel de cette semaine, le fait qu'il va visiter des startups au Ghana, le fait qu'il va visiter... Le Ghana, c'est une première, c'est la première fois que le président français s'y rend. Voilà, pays anglophone. On sort de l'espace francophone. Et la plus forte croissance d'Afrique. Voilà. En 2017, on attend la plus forte croissance d'Afrique au Ghana. Et ce qui n'est pas un hasard, pardon, bien sûr, mais c'est que c'est aussi un pays où la démocratie fonctionne. Oui. Très bien, en comme Afrique, comme au Sénégal, mais c'est l'exception. Oui, mais franchement, ça marche bien. Donc, ce qui veut dire aussi que quand la démocratie arrive, derrière, il y a aussi la croissance économique, parce qu'il y a plus de sécurité. Serge Mikhaïlov. Écoutez, moi je crois que ce que les Africains attendent du président Macron demain, c'est un peu l'équivalent du discours d'Obama au Caire. C'est-à-dire une main tendue, une nouvelle image, un nouveau message, sachant qu'ils attendent également derrière cela des engagements concrets sur des questions budgétaires. Bon. Si vous voulez, moi je viens de faire l'analyse du budget d'aide au développement en 2018, c'est consternant. C'est business as usual. Je n'ai pas trouvé le mot Sahel une seule fois dans ce document de 89 pages. Donc il faut, si vous voulez, aussi que derrière les discours et derrière la générosité dont je ne doute pas que le président Macron est porteur, il faut aussi que nos budgétaires, je dirais, s'ajustent et entendent le message. Sauf que quand même, juste un mot, pour préciser ce que vous venez de dire, l'aide au développement classique, c'est-à-dire l'aide sociale et tout ce qui va avec, est une chose. Mais l'intervention économique de la France, et quand je suis arrivé au ministère, l'Agence française de développement mettait en œuvre 1 milliard d'euros par an dans des projets économiques. Quand j'ai quitté le gouvernement, on était à 3 ou 4, et maintenant l'agence est plutôt sur un rythme à 12, 13 milliards par an. Attendez, je voudrais... Donc ça, si vous voulez, parce que quand vous mettez 1 ou 2 ou 3 millions sur la table en dons, quand vous donnez les 3 millions pour faire de l'aide sociale, ok, très bien, on le fait, parce qu'on va continuer à le faire. Mais quand vous mettez 10, 12 milliards d'euros par an de prêts pour financer des investissements économiques avec des retours sur investissement, à ce moment-là, vous faites le développement. Partout où on a fait le développement en Afrique, où on a créé des entreprises,
partout, dans les mois qui ont suivi. Il n'y avait plus de problème, les petites filles étaient à l'école, il n'y avait plus de problème de santé. Donc c'est ça, il ne faut pas regarder uniquement la question du budget de l'aide au développement. Dans la mesure où, si vous voulez, je suis l'ancien directeur des opérations d'Agence française de développement. Donc il se trouve que je connais quand même assez bien ces questions budgétaires. L'aide publique française au développement, c'est de l'ordre de 8 à 10 milliards d'euros chaque année. Bon. Ceci dit, l'effort budgétaire réel, c'est 2,3 milliards pour 2018. Bon. Mais les montants en dons qui vont être disponibles globalement pour les 16 pays bénéficiaires, c'est 200 millions d'euros. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe entre Eh bien, tout simplement parce que le budget n'alloue à l'Agence française de développement que 200 millions d'euros pour travailler sous forme de dons dans les pays les plus pauvres. Donc, ce qui est quand même assez extraordinaire. Excusez-moi, monsieur le ministre. Excusez-moi, monsieur le ministre. Il y a plusieurs milliards. Non, les milliards, ce sont des prêts, monsieur le ministre. Non, excusez-moi, je connais parfaitement. Comptez les milliards qui partent dans les... Non, attendez. L'aide au développement, vous parlez... Non, mais vous parlez de l'aide au développement. Non, vous parlez de l'aide au développement bilatéral. N'oubliez pas l'aide au développement multilatéral qui passe par l'Europe. C'est des milliards et c'est aussi les impôts des Français. Sur laquelle nous n'avons pas croire qu'on a 200 millions. Sur laquelle nous n'avons aucun levier, monsieur le ministre. Mais c'est autre chose. Écoutez, c'est très important. Vous ne pouvez pas résumer l'aide publique par rapport aux gens qui nous écoutent. Écoutez, monsieur le directeur, vous ne pouvez pas résumer les choses à 200 millions. C'est entre 7 et 8 milliards d'euros pour la France. Il y a déjà 400 millions. Il y a déjà 400 millions que pour l'aide au sida. On va vous réconcilier. Bilatéral est à 200 millions. C'est à 200 millions. On va vous réconcilier. Je voudrais juste intervenir sur le fait qu'on est plus ou moins quand même là en train de parler d'un même paradigme qui est l'aide au développement et qui reste très vertical. Le déplacement de demain dans l'agenda est aussi très ciblé sur l'entrepreneuriat. Je pense que c'est pas un hasard. Ça m'étonnerait pas que demain dans le discours il y ait quand même une forte place qui soit dédiée au secteur privé. Pourquoi? Parce que si on considère aussi l'opinion globale sur le continent, on attend aussi un changement de paradigme vis-à-vis de ça, qui est que ce ne sont plus les États entre eux qui travaillent, qui discutent ensemble, qui se financent ensemble et donc entre guillemets, on ne voit pas forcément les résultats à très court terme sur le terrain. En revanche, que le secteur privé, que la société civile, que les start-up, on en revient au Ghana, travaillent ensemble, se connaissent, se sensibilisent, se rencontrent. À mon avis, ça fera partie quand même d'un axe fort demain matin. Juste un réconcilier un peu les deux points de vue. Très rapidement, si vous voulez bien. On est en train de basculer complètement. Il y a un changement qui va dans le sens de ce que vient de dire Marion. C'est que l'aide publique va de plus en plus être un levier pour mobiliser des ressources privées. Et donc, ça va donner quand même plus d'impact. Parce que par le mécanisme des garanties, ou bien au lieu que ce soit les bailleurs de fonds publics qui financent 100% des projets, ils vont demain en financer 10 ou 20%, mais ça donnera des éléments qui vont dérisquer, comme disent les financiers, l'investissement en Afrique. Parce qu'il y a la présence d'une puissance publique, mais il y a la liquidité privée qui ne demande qu'à s'investir. C'est d'ailleurs tout l'intérêt des prêts, puisqu'on ne bonifie que les intérêts, c'est donc un vrai levier, on est bien d'accord. Et pardonnez-moi, faire en sorte que l'Afrique se porte bien, c'est aussi aller dans l'intérêt de la France. Je voudrais qu'on regarde dans le journal du dimanche, Jules Armand, Agnam Bossou, camarade de promo d'Emmanuel Macron, aujourd'hui à la tête du Conseil présidentiel pour l'Afrique installé par l'Elysée, nous dit, regardez, l'Afrique n'est pas le continent de tous les maux. Si elle conserve son rythme de croissance annuelle, elle créera indirectement 800 000 emplois en France. Nous avons tous intérêt à ce qu'elle gagne, intérêt économique donc, mais aussi migratoire et sécuritaire. Écoutez ce que disait Emmanuel Macron le 31 août dernier. Je souhaite que nous puissions développer tous les partenariats là aussi pour, en particulier au sein de la CEDEAO, davantage contrôler d'abord ces flux migratoires, ce que permettront vos réformes, inciter par une politique de développement volontariste les jeunes ou les moins jeunes à rester pour réussir, se développer et avoir une vie stable dans leur pays d'origine, mais également lutter ensemble contre tous les réseaux de passeurs et les trafiquants qui, dans la région, eh bien, font un mal considérable et ne sont pas sans lien avec le financement du terrorisme. Serge Mikhaïlov, il ne faut pas se leurrer, soyons clairs, c'est aussi et surtout dans l'intérêt de la France que le continent africain se porte bien. Mais bien sûr, c'est indispensable, d'autant que c'est un continent qui va être une masse démographique en 2050. Il ne faut pas oublier que ce sera, je dirais, à la fois un client, ce sera à la fois un consommateur pour les entreprises françaises et européennes. Je reviens tout petit peu là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de confusion sur les problématiques d'aide au développement. Vous savez, la plupart des pays africains n'ont plus vraiment besoin d'aide publique au développement. Ce sont des pays qui peuvent se
financés sur les marchés, dans lesquels, je dirais, ils ont surtout besoin de garanties ou de mécanismes qui permettent à leurs entreprises privées de se développer. Par contre, les pays les plus pauvres, et je pense en particulier aux pays du Sahel qui sont aujourd'hui en crise et en grande difficulté, avec des difficultés sécuritaires, eh bien là, je suis désolé, l'instrument, c'est un instrument de subvention. Or, ces subventions, au niveau de l'aide bilatérale française, depuis 2007, les montants n'ont pas changé, ils sont toujours de 200 millions d'euros. Et avec ça, je suis désolé, on ne peut même pas lever de la ressource multilatérale, parce qu'avec 200 millions d'euros, si on pouvait les mettre entièrement sur le Sahel, on pourrait lever $1 milliard auprès des grandes institutions multilatérales et piloter l'argent des institutions multilatérales aujourd'hui qui est distribué sans qu'on ait le moindre impact et la moindre capacité d'influence. Si je peux vous donner un point de vue africain juste là-dessus, je crois qu'il y a quand même le problème de financer la sécurité. Parce que quand vous êtes le Tchad et que vous intervenez pour tenter de pacifier et le Nigeria, et le Cameroun, et le Mali, et en partie le Niger, et votre propre territoire... Là, vous avez besoin d'aide. Là, vous avez besoin d'aide parce que vous travaillez pour le monde entier. Et notamment, vous travaillez pour l'Europe. Un État taliban au Mali, terroriste au Mali, c'est un État dont la frontière nord est à 2 heures de vol de l'Europe. C'est intolérable. Donc, vous avez des États qui portent sur leurs épaules leur propre sécurité, mais de façon mutualisée, la sécurité de tout le Sahel, et des pays côtiers d'ailleurs, et la sécurité de l'Europe. Et les laisser en déficit budgétaire... La France a fait beaucoup. Non, mais la France a fait beaucoup. Mais c'est beaucoup. Et il faut ces probablement... interventions ne sont d'ailleurs pas comptabilisées toutes dans l'aide publique au développement. Et il faut probablement élargir à l'Europe, monsieur le ministre. Il faut faire attention parce que non, mais c'est pas forcément faut pas réduire l'intervention de la France à quelques centaines de millions d'euros. La France porte plus que sa part. Oui, et la France n'est pas perçue d'ailleurs en Afrique comme la gendarme de l'Afrique, elle est perçue comme l'allié de l'Afrique. Et ça a beaucoup changé notamment et au Mali avec l'opération Serval et en Centrafrique et contre Boko Haram. Mais il nous reste 1 minute pour conclure. C'est une question pour l'Europe tout entière. Et ce qui est intéressant, c'est que l'homme qui va à Ouagadougou demain est perçu aujourd'hui, vu d'Afrique, comme le leader européen. Et le Burkina est un bon choix parce qu'on s'est beaucoup servi du Burkina, vous le savez, pour régler un certain nombre de problèmes dans la région, là-bas. Mais c'est le leader de l'Europe qui arrive. Pas seulement le président français. Je pense que la France doit également être le moteur qui va amener l'Europe à financer, à prendre sérieusement les problèmes de l'Afrique et surtout les problèmes du Sahel en main. Si vous voulez, l'Europe actuellement apporte 50 millions d'euros pour le financement de la force G5 du Sahel. Or, les dépenses de sécurité des 5 pays du Sahel concernés, c'est 2,5 milliards de dollars. Donc on voit bien que le compte n'y est pas. Et là, la France a son rôle à jouer pour, je dirais, quand même aller chercher l'argent européen. Vous aurez le dernier mot, Marion Scapatiti. Eh bien, ayons le mot du futur, alors, parce que je pense que pour se projeter vers le continent africain dans les prochaines années, il faut que nos nouvelles générations, à nous, en France, se projettent vers le continent africain. Jean-Michel Blanquer accompagne le président de la République demain. Il y a peut-être des choses à faire en matière d'éducation en France, sur l'Afrique et surtout la Nouvelle-Afrique. Et on va s'arrêter là. Merci à tous les 4 d'avoir participé.